Et vous êtes à Pékin. Est-ce que vous avez fait le service d'oncologie? Comment? Vous avez fait le service d'oncologie pédiatrique de Dantec? De Dantec. Oui, on est passé par là-bas, mais on était en Néphrocamie, mais à la garde, on passait vers l'oncopédiatrie. Ah, c'est bien. En tout cas, les services spéciaux, ce sont des services à faire. Si vous passez dans ces services, l'approche se voit. Donc, quelqu'un qui est passé dans un service, même si ce n'est pas son propre service, le fait de prendre la garde et de surveiller de temps en temps des malades porteurs d'hémopathie ou de néoplasie. Donc, c'est important. Cela donne une idée sur ce qu'il faut faire. En tout cas, je trouve que c'est assez documenté. Donc, vous avez vraiment fait un peu d'effort de documentation. Maintenant, il faut... Bon, on va faire la synthèse hein, parce qu'il fait un peu tard. Y a-t-il des questions? Non? Questions? Contributions? Votre collègue qui a présenté, c'est Aïda Badji ou Aïda Fall? Aïda Badji. Est-ce qu'Aïda Fall a des compléments? Non, c'est bon, elle a tout mis. Elle a rendu fidèlement. Alors, les autres, est-ce que vous êtes... vous avez des contributions, commentaires? Ça va? Alors, il faut dire lymphome de Hodgkin. Le titre, là, ça a changé. Donc, vous enlevez maladie de Hodgkin, vous dites lymphome de Hodgkin. Ensuite, vous proposez des objectifs, comme je l'ai dit aux autres. D'accord. Et ici, je crois que vous avez fait un plan diagnostic. C'est bien cela? Oui. Voilà, le plan diagnostic, il est bon, mais puisque c'est une maladie, vous pouvez également faire le plan signe, diagnostic, traitement. Mais bon, en tout cas, la maladie de Hodgkin en général, c'est comme une forme clinique des lymphomes non hodgkiniens. Le plan diagnostic peut être adapté, le plan signe peut être adapté. Le seul problème, c'est que si vous faites le plan signe, vous risquez de ne pas avoir beaucoup de formes cliniques. Parce que la maladie de Hodgkin, c'est une seule forme, en fait. Elle est caractérisée par la présence de cellules de Steinberg. Dès que vous avez la cellule de Steinberg, vous êtes dans la cellule, dans le lymphome de Hodgkin. Donc, le plan diagnostique, il est acceptable, mais si on tient compte du fait que c'est une maladie, le plan signe également peut passer, mais le diagnostic, c'est mieux. Alors, définition, dans la définition, effectivement, la seule particularité, tout ce que vous avez dit dans la leçon précédente s'applique ici. En tout cas, sauf un seul aspect, la présence de cellules de Steinberg. Donc, ce qui fait la particularité de la maladie de Hodgkin, c'est uniquement la présence de la cellule de Steinberg. Quelqu'un qui a l'histologie regarde une coupe d'un tissu lymphoïde, il ne peut pas a priori dire c'est lymphome non hodgkinien ou maladie de Hodgkin tant qu'il n'aura pas éliminé la présence ou l'absence de cellules de Steinberg. Il faut vraiment le retenir. Et sur le plan anatomopathologique, vous aurez en plus de la présence de cette cellule de Steinberg, la sclérose. C'est un élément important dans la définition même du lymphome de Hodgkin. Il faut qu'il y ait de la sclérose. Il faut que cette sclérose soit une sclérose nodulaire ou pas, mais il faut une petite dose de sclérose et une réaction inflammatoire. Donc, ce sont les éléments qui caractérisent la maladie de Hodgkin. Donc, c'est une réaction inflammatoire avec présence d'un degré plus ou moins important de sclérose, souvent nodulaire, et la présence de la cellule de Steinberg. Ce sont ces éléments-là qui font le diagnostic. Mais sur le plan clinique, vous aurez les mêmes symptômes que les lymphomes non hodgkiniens. La preuve, quand vous avez un enfant qui présente des adénopathies, a priori, vous ne pouvez pas dire c'est l'un ou c'est l'autre. Vous évoquez les deux. Et c'est l'histologie qui vous départage. Et l'avantage, c'est que ce sont des lymphomes matures. On l'a dit, les lymphomes matures en général sont très chimiosensibles. Et ce sont des lymphomes également de la lignée B. Vous l'avez dit aussi dans les lymphomes non hodgkiniens. Les lymphomes de la lignée B ont de meilleurs pronostics que les lymphomes de la cellule de la lignée T. Alors, la physiopathologie, c'est bien. Vous avez bien expliqué. Mais bon, il faut faire un peu couper les éléments qui font
un peu de facteurs étiologiques, vous les coupez des généralités et vous les mettez dans les facteurs étiologiques. Sinon, vous allez vous répéter. Vous pouvez juste dire une seule phrase sur les facteurs étiologiques, dire que sur le plan de la physiopathologie, il n'y a pas de cause, mais il y a des facteurs incriminés que nous allons voir dans le diagnostic étiologique ou dans les facteurs étiologiques. Maintenant, vous coupez tous ces éléments-là et vous les mettez dans les facteurs étiologiques. Ensuite, vous avez bien expliqué la diffusion par contiguïté, puis la diffusion sanguine. Et ce que je disais tout à l'heure, quand on fait le bilan d'extension, vous le faites d'abord en local, en régional et en général. Donc, local, régional et loco-régional correspond à l'extension par contiguïté. Et l'extension générale, c'est la métastase et ça passe par voie sanguine. Alors, sur le plan diagnostique, les circonstances de découverte, vous l'avez dit, ce sont les adénopathies. Et il faut préciser, ces adénopathies, est-ce qu'elles sont superficielles ou elles sont profondes? En général, ce sont des adénopathies superficielles quand il s'agit de la sphère ORL ou profondes lorsqu'il s'agit du médiastin. Et en général, quand elles sont médiastinales, elles ne sont pas visibles à l'examen. C'est la radiographie qui permet de les diagnostiquer. Par contre, elles peuvent se manifester de façon indirecte par des signes de compression médiastinale. Et c'est ici l'intérêt de parler de ces complications compressives. Le syndrome cave supérieur, par exemple, le syndrome de Claude-Bernard-Horner, il faut les décrire parce que ce sont des caractéristiques des compressions médiastinales dans les adénopathies médiastinales avec cette image en cheminée que l'on décrit sur le plan radiologique. Donc, en dehors des adénopathies, vous avez les signes généraux qui sont parfois non spécifiques. Un enfant qui fait une fièvre au long cours, un enfant qui maigrit, plus de 10% de perte pondérale inexpliquée, un enfant qui parfois se plaint de prurite. Alors, il faut savoir que le prurite, il est plus décrit chez l'adulte que chez l'enfant. D'accord? Il n'est pas très constant chez l'enfant. Il faut le rechercher, mais son absence ne doit pas faire éliminer une hypothèse de lymphome de Hodgkin. Alors, l'examen clinique, vous avez bien systématisé. D'abord, les signes fonctionnels, signes généraux, signes physiques, ça c'est pour les signes. L'examen topographie, oui, les ganglions, il faut donner leur topographie. Il faut les caractériser. Une adénopathie tumorale, il faut bien la décrire et faire ressortir la différence entre une adénopathie tumorale et une adénopathie inflammatoire parce que les caractéristiques ne sont pas les mêmes. D'accord? Donc là, il faut vraiment bien les décrire. Absence de fustulisation, c'est important, ce qui vous permet de dire que ce n'est pas une tuberculose ganglionnaire. Sur le plan paraclinique, vous avez bien fait, et je vous ai dit dans les lymphomes, en général, c'est un syndrome inflammatoire biologique avec une anémie de type hypochromicrocytaire et tous les signes de l'inflammation, fibrinémie élevée, CRP, vitesse de sédimentation. Mais avec l'intradermoréaction, il faut faire attention. Ce qui est attendu, c'est l'énergie. D'accord? C'est l'énergie. Donc, quand on fait l'IDRT, et cela se voit quand on suspecte une tuberculose ganglionnaire. Donc, l'enfant présente des adénopathies, on se dit, est-ce que ce n'est pas une tuberculose ganglionnaire? On fait l'intradermoréaction à la tuberculose. Si c'est une tuberculose, l'intradermo a tendance à être positive. Mais si la réaction est négative, c'est un argument qui vous oriente vers le lymphome de Hodgkin. D'accord? Mais le fait que l'intradermo ne soit pas négative, que ce soit positive, n'élimine pas non plus un lymphome de Hodgkin. Vous avez compris? Donc, c'est dans l'autre sens qu'il faut le lire, mais pas dans le sens où vous avez dit c'est une erreur. Donc, ce qui est attendu, c'est l'énergie. Mais l'absence d'énergie n'exclut pas un lymphome de Hodgkin. Dans tous les cas, la confirmation, elle est histologique. Que vous ayez des éléments d'orientation sur le plan biologique, sur le plan biochimique, c'est bien. Mais encore une fois, le diagnostic, il est confirmé par l'histologie. Et ça, c'est la biopsie qui permet de le dire. Et après la biopsie, maintenant, vous peaufinez avec l'immunohistochimie pour avoir un peu les marqueurs tumoraux, pour voir est-ce qu'il y a des CD qui peuvent vous orienter, les CD30, les CD15, etc. Ou bien rechercher carrément
par biologie moléculaire les protéines virales. Par exemple, si vous recherchez le génome